0,2% très généraux, ce qui veut dire que nous sommes l'instrument d'épargne et l'instrument d'investissement le moins cher du marché par rapport à tous nos amis banquiers. J'en profite pour faire un peu de publicité. La finance, c'est un truc qui est extraordinairement précis, qui donne et dans lequel on va se battre pour savoir si la prime de risque qu'on va prendre en considération est de 3,5 ou de 4%. On va faire des modèles mathématiques d'une précision ahurissante. On va faire des projections, nous, plutôt sur 3 à 5 ans maximum, mais on va naturellement devoir, pour arriver à ces chiffres, l'étendre sur 10 ans, alors qu'on sait que les résultats sont, quand ils sont justes à 30 ou 50% près, on est très heureux. Donc, c'est un métier d'humilité, d'humble, de modeste, parce que quoi que l'on pense, quoi que l'on fasse comme calcul, quoi que l'on estime la création de valeur a été, sera, on sait qu'on est quelque part plus ou moins juste. Je pourrais me vanter auprès de vous que l'équipe ait généré un excess value sur les 10 dernières années de l'ordre d'un quart par rapport à ce que l'on attendait de nous comme réalisation. Vous devez être entre 8 et 9% de ce qu'on appelle chez nous le required return en fin 1999, donc début 2000. On a réalisé en valeur boursière plus de 10%. En vraie valeur, c'est-à-dire notre valeur d'actif net, on a dû réaliser plutôt du 9%. Si on regarde notre valeur d'actif net, on a donc généré un bon pourcent annuel composé moyen de primes par rapport au required return de fin 99. Si on regarde en valeur boursière, on est bien au-delà. Je vous rappelle que les marchés ont perdu de la valeur pendant la même période, mais vous ne m'entendrez jamais dire que les marchés sont... je ne suis pas Capital Group, je ne suis pas Fidelity, je ne compte pas. Nous sommes en absolute return, parce que nous avons un actionnaire qui est un investisseur familial et qui a investi sa propre fortune dans la société. Donc, il lui importe peu que les autres soient mauvais. Lui veut être bon et nous devons être bons. Donc, on est entre guillemets en absolute return. En fait, qu'est-ce que c'est que la finance? La finance, vous l'aurez compris, c'est des gens qui calculent, qui sont précis pour avoir un chiffre approximatif. Mais finalement, quel est le fondement de la finance? Et c'est là où on a été, entre guillemets, quand même assez flabbergasté sur les 3 dernières années. C'est en fait la gestion du risque. Puisque la prime de risque est ce qui caractérise le required return dont je parlais tout à l'heure. Je vous rappelle quand même que le required return ou l'expected return, je ne fais pas trop de différence entre les deux, il est égal au taux sans risque, plus, peu importe la formule, mais plus le risque. Et donc ce risque est le fondement de la finance. Et nous, on se sauve, nous, groupe frère, en disant, nous n'avons comme vision que le très long terme. Et donc on n'a pas à s'en faire quand la prime de risque monte, comme dans la fin de l'année 2008, à 7,5% parce que les marchés sont eux-mêmes un tout petit peu en biais par rapport à la théorie. Nous, on reste avec une prime de risque que nous estimons entre 3 et 5%. Et simplement pour ne pas donner l'impression qu'on prend trop peu de risques, on a pris par exemple toutes nos décisions de réduction de valeur fin 2008 basées sur la prime de risque à 5%. Mais vous devez savoir que dans le cœur du réacteur, notre vrai problème, c'est de chaque fois et à chaque instant gérer le risque. Et j'en arrive bien entendu à ma conclusion, puisque pour faire ça en un quart d'heure, il faut se lever tôt, et ce que j'ai d'ailleurs fait ce matin, j'en profite de le dire. Ma réponse personnelle, et nous sommes humanistes là où nous sommes, et donc elle est personnelle, ce n'est donc pas la réponse, chacun a sa réponse. La finance ne crée pas de valeur. La finance aide le créateur de valeur à en créer plus. La finance, comme disait Eugène de Barcy, la comptabilité est ancillaire. Nous sommes servants de l'entrepreneur. Et il y a plein de gens qui croient créer de la valeur. Ça me rappelle un soir, j'avais l'honneur, la joie et l'avantage de dîner une fois avec Crévis, une fois avec Roberts et une fois avec les deux. La seule chose qui nous a mis d'accord, c'est ça. Et bien entendu, on a parlé de nos échecs et jamais de nos succès. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelque part, tout à coup, je lui ai dit, je crois déjà qu'on ne se tutoie pas, parce qu'en américain, c'est qu'on se tutoie toujours, mais Mr. Kravis, what's your return on asset? About 10%. That's ours too. Donc, nous, on investit dans les actifs.
vous voyez que je reviens bien au sujet. Hein. Une holding, on investit dans l'actif. Et donc, ce que l'on essaye d'avoir et d'atteindre, c'est un return, c'est un retour sur l'actif. Et puis, il y a les prestidigitateurs. Il y a plein de gens qui vous disent qu'ils vont faire du 25% annuel composé moyen. Et le pire, c'est que statistiquement, dans le passé, ils l'ont même fait, donc vous les croyez. Jusqu'au moment, naturellement, où tout le monde se rend compte qu'ils l'ont fait aux dépens d'un risque ahurissant. C'est ce que les marchés ont fait. Et les marchés, on le savait, tout le monde le savait. Parce que quand on gère le risque, on sait que Modigliani et Miller, pour ceux à qui ça dit quelque chose, ce sont deux individus qui ont, dans les années 60, conclu que la seule chose qui était importante, c'était les hommes, les machines, les actifs. C'était ça qui créait éventuellement de la valeur. Et puis vous mettez des financiers là-dessus. Et les financiers s'endettent, ils prennent un risque. Comme ils prennent un risque, clairement, j'aurais dû commencer, ils investissent de l'equity. Et là, ils prennent un risque d'equity. Il ne reste que la valeur nette de l'endettement qu'ils auront dû rembourser. Mais comme l'endettement est moins cher que l'equity, le jeu revient à jouer avec les allumettes jusqu'au moment où on ne se brûle pas les doigts. Et on va naturellement dire, le financier crée de la valeur parce qu'il va permettre à cet actif d'être financier le plus possible par l'endettement. Et notre réponse, c'est de dire, ça on ne fait pas. Donc nous, par exemple, en tant que holding, on a décidé une fois pour toutes que dans une holding qui investit et qui donne de l'equity à une société filiale, on ne pouvait pas nous-mêmes être endettés. Pourquoi? Parce que sinon, on se cache nous-mêmes l'endettement sur ce fameux actif dont je parle depuis bientôt un quart d'heure. Voilà. Toute la crise financière a été simplement que les gens ont mis du soi-disant equity avec effet de levier sur du soi-disant equity avec effet de levier sur des soi-disant et ainsi de suite, un certain nombre de fois, au point qu'on a appelé ça un jour le millefeuille. Voilà, un holding c'est ça, un holding c'est un industriel qui se caractérise par rapport à tous les autres industriels en étant investi dans des actifs industriels au travers de sociétés ou au travers d'une structure légale qui s'appelle une société, mais nous sommes, comme la plupart des groupes industriels, détenteurs, mais indirectement, d'actifs. 3 mots de conclusion. En réalité, nous ne sommes pas des banquiers. Nous sommes des clients des banquiers éventuels, et nous ne sommes pas des concurrents des banquiers. Nous utilisons les banques commerciales. Un des plus gros problèmes de la crise qu'on a connue d'ailleurs, c'est que, mais ça je dis ça depuis 1990, et entre autres à la commission Mestat en 1992, j'ai eu l'occasion de le dire vigoureusement sans aucun succès, d'ailleurs d'autant plus rigoureusement que je n'avais aucun succès qu'on ne voulait pas m'écouter, je disais, les banques universelles vont nous couler. Hein, le protocole bancaire de 1935, de nouveau, vous reconnaissez mon professeur, mon maître, Eugène de Barcy, puisqu'il était président de la commission bancaire et qu'il m'avait enseigné cette logique. Clairement, les banques universelles sont un license to kill. Et je répète, je ne suis pas du genre à dire en 2010, je le disais en 1990 pour vous faire plaisir. Non, c'était un combat de tous les jours. 2, les marchés. Les marchés jouent contre les stratégies à long terme, mais les rejoignent toujours. Et donc, quand nous plaignons du short-termisme des marchés, nous regardons surtout les visions de temps en temps à long terme que les marchés lisent différemment de nous, et de temps en temps nous prennent en défaut, et donc là c'est toute la faiblesse des financiers, c'est que d'une main, mais ça je laisse à Hugues, il va vous en parler, d'une main c'est le marché qui fixe la valeur de tous nos référents, et d'autres nous savons qu'elle est, ou que le marché sont rationnellement irrationnels ou irrationnellement rationnels. Et puis j'ai une question pour vous tous. Quelle est la différence entre un private equitor et une holding? C'est la même différence qu'entre quelqu'un dans le secteur de la chimie et quelqu'un dans le secteur de luxe. D'accord? On est totalement différents. Et pourtant, on fait le même métier. Mais pourquoi? Parce que nous, on a une logique qui n'est pas celle de dire que nos investisseurs prennent un risque et nous rémunèrent pour le risque qu'ils ont pris. Et ça, c'est une... Je ne sais pas s'il y a un private equitor dans la salle, mais je viens de me faire un ami. Mais donc, fondamentalement, ça, c'est la question du financier pur et dur que je suis. Je n'ai toujours pas compris le modèle du private equity. Puisque le private equity, je vous rappelle, c'est quelqu'un qui prend de l'equity,
qui multiplie l'equity en s'endettant et qui donc fait